Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Notre invité du jour aujourd'hui est un médecin urgentiste à Paris et chroniqueur dans les médias. Il n'a pas attendu la crise du Covid-19 pour livrer ses meilleurs conseils à la télévision et à la radio. Depuis 2018, il sévit dans le groupe TF1. Vous le retrouvez tantôt dans les JT de 13h, de 20h, tantôt sur LCI dans divers tranches. Et s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est pour nous parler de son nouvel ouvrage. Bonjour Gérald Kherzek. Bonjour. Merci de nous rendre visite aujourd'hui pour nous parler de ce livre, Votre santé dans le monde d'après. C'est aux éditions du Rocher, une sorte d'abécédaire qui recense les nouveaux mots, MOTS et MAUX, si je puis me permettre, attrait à la crise. Alors avant d'y revenir, parlons justement du monde d'après. Aujourd'hui, c'est la levée des restrictions, notamment du port du masque à l'extérieur qui n'est plus obligatoire et la fin du télétravail obligatoire également. Est-ce qu'on va vers le bon, enfin, le début de la fin de crise? Là, vous avez des scoops, parce que ça n'a pas été, sauf erreur, encore annoncé, mais enfin, on voit bien qu'on est sur une levée des restrictions et le porte-parole du gouvernement devrait annoncer ça aujourd'hui. Oui, on est sur un atterrissage, sur une sortie de crise, sur un retour à une vie quasi normale, enfin je ne sais pas comment il faut appeler ça, en tout cas il faut en sortir parce qu'on n'en peut plus, ça n'a plus de sens avec l'épidémie actuelle et les gens en ont marre, on a plus d'effets secondaires des mesures qui sont prises que d'effets bénéfiques et vous savez en médecine on parle beaucoup de balance bénéfice-risque, là il n'y a plus de bénéfices, il y a plus de risques, donc il faut vraiment revenir, tourner la page, ce bouquin il est aussi pour tourner la page, vous avez remarqué, je ne suis pas le docteur Covid et merci de le rappeler. Oui, il n'y a pas le mot Covid. Il n'y a pas le mot Covid parce que les gens ont appris plein de mots, mais ces mots, il faut en faire quelque chose. Et moi, l'idée avec ce livre, c'était vraiment de tourner la page pour une meilleure santé dans le monde d'après. Alors évidemment, on parle du Covid et on part du Covid, mais c'est pour en sortir. Et je pense que les mesures qui vont être actuellement annoncées, alors je comprends la prudence politique, mais médicalement, on pourrait aller beaucoup plus vite et sortir de cette crise beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs la une du Figaro, excellente transition que vous me faites. Faut-il accélérer la levée des restrictions? La réponse est oui, selon vous. Oui, la réponse est oui. Et moi, je prône depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, avec notamment Omicron, qui a été la solution un peu naturelle. C'est un peu une providence, ce Omicron. C'est-à-dire qu'on a bien vu en Afrique du Sud, très rapidement, qu'on avait des datas solides, des données solides pour dire il faut arrêter, on est sur un virus beaucoup plus bénin qui n'attaque pas les poumons, protégeons les plus fragiles, mais ne généralisons pas les mesures. Malheureusement, il y a eu un temps sanitaire et puis il y a eu un temps politique qui a fait qu'au contraire, on a accéléré les restrictions, mais plus pour des raisons politique que pour des raisons médicales. Et moi, ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que je dis bien sûr qu'il faut accélérer les restrictions. Il ne fallait même pas les mettre en place. Et si on regarde un peu dans le rétroviseur, depuis 2 ans, on peut vraiment se poser la question de la pertinence des mesures qui ont été prises. Elles n'ont servi à rien, toutes les restrictions qu'on a eues? Écoutez, moi, je regarde quelque chose qui est assez intéressant, qui est le taux de mortalité, qui est les conséquences de la maladie dans les différents pays du monde. Vous ayez des pays qui n'ont pas pris de mesures, la Suède par exemple, ou des mesures qui ont pris des mesures drastiques, eh bien votre taux de mortalité il est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures, elles n'ont pas été si pertinentes que ça et qu'on est plus sur une évolution naturelle. Alors après, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux gouvernants qui sont dans une situation extrêmement compliquée. Quand en mars-avril 2020, vous voyez ce qui se passe en Chine, vous n'avez pas beaucoup d'informations, des images assez terribles, ce qui se passe en Italie. Ok, on prend des mesures un peu... j'allais dire drastiques, très importantes, et puis après on voit ce qui se passe. Là où on aurait dû comprendre les choses, moi j'étais en renfort Covid pendant tout le premier trimestre 2020 à l'hôpital Cochin, on a vite compris que c'était les plus fragiles, les gens obèses et les gens âgés ou les gens avec un déficit immunitaire. Là, on s'est dit, finalement, ce n'est pas une pathologie des personnes jeunes. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, c'était les gens les plus fragiles. Pourquoi on n'a pas rapidement protégé les plus fragiles? Et on a une espèce de psychose un peu. Alors, c'est Jean-Loup Bonamy et Renaud Girard, pareil, journaliste chez vous, qui avait écrit un livre dès septembre-octobre 2020 en disant « Quand la psychose fait dérailler le monde ». Et je crois qu'on est parti dans une espèce d'hystérie, d'emballement, que moi, je n'ai eu de cesse à TF1 LCI de calmer, être sur une position non pas rassuriste, non pas alarmiste, mais rassurante. Un médecin, ça doit être rassurant, ça doit être apaisant et je suis pragmatique, tout simplement. On va en parler dans l'interview du Buzz TV tout à l'heure, mais juste avant, c'est les Buzz Médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Salut Sarah, bonjour Gérald. Bonjour. On commence ces news comme d'habitude avec les audiences de la veille. Allez, c'est parti, et c'est France 3 qui a pulvérisé la concurrence hier, figurez-vous, avec la 5e saison d'Alex Hugo. Cette série portée toujours par Samuel Le Bihan et Lionel Astier a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs. C'est un score au sommet, 27% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 2,7 millions de téléspectateurs de plus que TF1 qui misait sur 2 nouveaux épisodes de la série SWAT, toujours portée par Chez Marmour. Sur la 3e marche du podium, on
retrouve M6 qui lançait une nouvelle émission intitulée Mission Travaux, ma maison est en chantier, portée par Laurent Jacquet, célèbre youtubeur. 2,2 millions d'amateurs de bricolage se sont rassemblés devant ce nouveau format. Et enfin, on termine avec France 5. Alors pourquoi on a choisi cette chaîne ? Eh bien parce que non seulement l'émission a rassemblé un bon score, et puis en plus de ça, le titre nous a bien fait marrer. Saucisse, une tradition hachée menu. Je sais que vous avez mangé des saucisses hier, Gérald, pendant votre service. Un documentaire qui a avoisiné le million de téléspectateurs, comme quoi ça passionne 4,4% du public. Pardon. Oui, il faut le préciser, docteur, vous sortez de garde. Vous étiez de garde cette nuit. Je ne suis pas docteur Covid et je ne suis pas un médecin de plateau, puisqu'effectivement, j'étais de garde cette nuit, j'en sors, pardon, j'ai peut-être un peu des cernes, et j'ai mangé de la saucisse que j'ai postée sur Instagram, parce que malgré la saucisse et la bouffe qui est quand même pas très bonne à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, c'est aussi la nourriture des malades, c'était quand même à peu près équilibré. Bon, et pour en revenir un peu aux médias, durant votre carrière, vous avez participé à de nombreux programmes sur France 5, sur France Inter, Europe 1. Si demain une chaîne vous approche pour vous proposer un programme, une émission que vous porteriez à l'antenne, est-ce que vous direz oui ? C'est ce que je fais et c'est ce que je propose, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je ferai, j'espère. C'est-à-dire que la santé, on a bien vu que la santé, finalement, il y avait le magazine de la santé, où moi j'ai commencé, et puis après, c'est des petites chroniques, c'est dans des petites émissions, mais il n'y a pas vraiment d'émissions de santé parce qu'il y avait un côté anxiogène. Et puis, avec le Covid, subitement, on a basculé à tout santé. Donc, on est passé de rien santé à tout santé. J'espère qu'on va arriver là aussi à une position d'équilibre et à refaire de la santé positive, active, optimiste, parce qu'une des leçons de cette crise, quand même, c'est que une bonne santé, ça vous protège du Covid. Une mauvaise santé, et donc il faut donner des conseils pour améliorer notre santé, pour que dans le monde d'après, notre santé soit meilleure que dans le monde d'avant. Et je pense que la télévision peut y contribuer. Et moi, ce que je fais finalement aux urgences cette nuit, ce que font tous mes collègues de France et de Navarre, médicaux, paramédicaux, en faisant de la prévention, parce qu'ils font du soin, mais ils font de la prévention, moi je le fais à la télé. Je dis souvent que c'est le même métier finalement, qu'on soit une personne dans un cabinet médical, dans un box aux urgences ou à la télévision, sauf qu'au lieu de donner un conseil à une personne, je donne un conseil à plusieurs millions quand il s'agit du JT de TF1 par exemple. Donc oui, j'adorerais bien sûr faire une émission santé, mais il faut qu'on soit positif, il faut que le médecin se mette dans une relation équilibrée, égalitaire avec le patient. Les patients, ils sont très informés, les citoyens sont très informés, ils sont très demandeurs d'infos de santé, mais franchement, ils en ont un peu marre qu'on leur tape sur la tête avec des informations alarmistes, ils ont envie de choses un peu positives. Damien, on poursuit ces news médias avec le retour de Koh-Lanta. Enfin, attendez, Sarah, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un retour, car cette émission est tellement présente sur l'antenne de TF1 qu'on a l'impression que Koh-Lanta, c'est un peu toute l'année. Alors, en effet, la première chaîne a annoncé hier le retour de cette émission d'aventure animée par Denis Brognard. Sortez vos agendas. Cette 23e édition régulière commence le mardi 22 février et s'intitulera Le Totem Maudit. Au total, 12 femmes, 12 hommes anonymes âgés de 20 à 52 ans s'affronteront aux Philippines au cours d'une aventure dont la mécanique sera particulièrement originale puisqu'il n'y aura pas un, mais deux totems. L'un garantit l'immunité d'un candidat, comme vous le savez, et l'autre... pas le vaccin. Et ce n'est pas le vaccin, effectivement. Non, a priori, là-bas, de toute façon, ils sont assez confinés entre eux, normalement. Et l'autre totem, il risque bien de provoquer, des difficultés puisque celui qui le tient, il est maudit, ce totem, comme l'indique le nom de la saison. Alors, il y a une volonté de surprendre le public, mais TF1 et la société de production ALP doivent surtout se racheter d'une certaine manière, parce que souvenez-vous, lors de la dernière saison All-Star, il y avait des tricheries qui ont un petit peu entamé la confiance du public et qui ont un peu aussi entaché l'image de l'émission. Ouais, en même temps, les conditions étaient extrêmes là-bas. Ouais. Sur place, je vais m'adresser au médecin. Que pense le médecin de Koh-Lanta ? Est-ce que on peut recommander cette émission à n'importe qui ? Mais ça fait du bien. Vous savez, on parle de l'effet placebo. C'est-à-dire, globalement, quand on vous donne des nouvelles positives ou des choses positives, et Koh-Lanta, ça en fait partie. Ouais. D'ailleurs, regardez dans vos audiences, les gens ont envie de sortir un peu du Covid et de parler d'autres choses. Donc, je pense que Koh-Lanta, est quasi thérapeutique. Puis, on salue l'ami Denis Brognard, qui est positif, sportif, un bon exemple, finalement, de ce qu'il faut faire. Et est-ce que c'est dangereux pour la santé aussi d'y participer Non, mais alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une condition physique et qui sont... Donc, il faut faire attention quand on n'a pas cette condition physique. Et puis, c'est des épreuves très encadrées sur le plan médical, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une équipe médicale qui suit les candidats qui est sur place. D'ailleurs, moi, j'adorerais faire le médecin de Koh-Lanta. Et Denis me l'avait proposé à un moment donné. Peut-être qu'on trouve ça avec TF1, qu'on arrive à ALP, qu'on arrive à faire ça. Je pourrais faire un petit insert, une petite assise. Alors après, il faut que ça soit compatible avec le planning de garde, mais ça serait assez marrant de faire ça. Ça pourrait être une bonne transition. L'appel est lancé à Denis Brognard. Damien, on termine ces news médias avec un autre retour.
d'un autre genre, celui des Marseillais sur W9. Effectivement, il y a de l'aventure aussi, mais pas les mêmes. La chaîne du groupe M6 donne le coup d'envoi de la 11e saison le lundi 21 février à 18h50. Cette télé-réalité fêtera ses 10 ans déjà avec des candidats que les fans connaissent par cœur, comme Julien Tanti, Greg Yega, Paga et les autres que vous connaissez bien aussi, Gérald, je le sais. Pour cet anniversaire, les influenceurs, ils vont atterrir au Mexique, où ils devront relever un certain nombre de défis, mais surtout, plusieurs comédiens complices de la production intégreront l'aventure avec une mission bien précise. L'un d'entre eux, par exemple, devra agacer les candidats, et plus particulièrement Julien Tanti. Une autre devra se faire passer pour une fan absolue de Maëva. Bref, encore une édition qui s'annonce riche en rebondissements, haute en couleurs et qui peut s'appuyer, c'est vrai, sur une marque assez solide, puisque les Marseillais, la saison dernière, avaient attiré en moyenne 900 000 fidèles, ce qui est quand même très bien, soit 4% du public. Bon, docteur Kerzek, c'est votre plaisir coupable ou pas, les Marseillais sur W9? Pas vraiment. Non, mais à chaque fois que vous parlez d'influenceurs, ça me fait penser à la phrase de Denisot. Vous savez, les influenceurs influencent des gens influençables. C'est vrai. Voilà, bon, c'est vrai. pourquoi pas, mais non, c'est pas tout à fait ma came, pour faire simple, et parce que j'ai regardé, j'ai zappé, mais quand on parle de gens influençables, je trouve qu'il y a une influence qui est parfois, notamment chez les jeunes, etc., qui pensent que c'est la vraie vie. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux tourner dans les Marseillais, je veux être influenceur. Il y a quelques happy few, comme on dit, qui ont la chance d'avoir des millions de followers, de gagner leur vie, etc. Mais enfin, tout ça est quand même très superficiel, et ça serait bien de revenir un peu ancré sur des choses solides. Bon, il y a des influenceurs dans le domaine de la médecine aussi. Marine L'Orphelin, ancienne Miss France et médecin. Oui, mais c'est pas de l'influence. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui communiquent, des jeunes médecins, des étudiants, des infirmières, etc. Oui. Et ça, c'est bien. C'est pour passer des messages. Mais Marine L'Orphelin, elle est surtout, avant tout, Miss France. Alors après, elle donne des conseils aussi, bien-être, lifestyle, etc. Mais c'est pas de l'influence. Quand il y a un fond, il n'y a aucun problème, y compris des conseils de mode ou des conseils de déco, etc. Finalement, c'est un média qui est utilisé comme un autre. Quand c'est simplement une mise en scène de sa vie avec des choses qui sont quand même très superficielles, bon, c'est pas forcément un modèle. Et quand c'est que le modèle ou que l'exemple à suivre pour certains, pour toute une génération, là c'est quand même inquiétant parce que pour se construire, il faut d'autres choses. Et puis surtout, on ne peut pas tous être influenceurs et tourner dans les Marseillais. C'est vrai. Merci Damien pour ces news médias. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV. Donc je le rappelle, vous sortez ce livre, Votre santé dans le monde d'après, aux éditions du Rocher. C'est votre deuxième livre depuis l'émergence du coronavirus. Il y avait le premier. Et là, j'espère que ça va être le dernier. On ouvre la page et on ferme la page. J'espère aussi. Donc, dans celui-ci, vous expliquez ces nouveaux mots MOTS, je reprécise, c'est important, qui sont apparus dans notre vocabulaire depuis le début, depuis 2 ans. Confinement, cluster, gestes barrières, comorbidité, sérologie. On est quand même assez envahi par tous ces nouveaux mots. C'est quoi? C'est une manière de rassurer? Quelles sont les questions récurrentes de vos patients? C'est pas une manière de rassurer, mais c'est une manière d'appréhender, de comprendre, de décrypter. Parce que c'est vrai qu'on a tous été assaillis. Alors, tout le monde est épidémiologiste. D'ailleurs, épidémiologiste, vous savez ce que c'est qu'un épidémiologiste? Et là, généralement, on me répond, c'est un spécialiste de l'épidémie. Eh bien non, un épidémiologiste, c'est un spécialiste des statistiques. Mais voyez, donc 2 ans après, épidémiologiste, alors qu'on en a vu de partout, on se dit c'est un spécialiste des épidémies, alors que c'est un spécialiste des mathématiques. Est-ce qu'il est médecin? Eh bien non, pas forcément. Et vous avez des épidémiologistes qui sont passés à longueur de plateau, qui sont exprimés sur des sujets médicaux, qui ont été alarmistes et qui ne sont pas médecins, qui sont mathématiciennes. Arnaud Fontanet, alors non, Arnaud Fontanet et Martin Blachier sont médecins de formation, mais je pense à d'autres comme Catherine Hill, comme Dominique Costagliola, qui sont d'éminentes épidémiologistes, mais qui ne sont pas médecins. Et donc, on ne peut pas s'exprimer sur des sujets médicaux. Moi, quand j'entends des statisticiens conseiller la vaccination des enfants et que vous avez le public qui se dit « Ah bah oui, mais si un épidémiologiste me dit me conseille le vaccin pour mes enfants, elle doit savoir de quoi elle parle. » Non, elle sait de quoi elle parle en termes de statistiques, de modèles mathématiques, mais pas en termes de médecine. Donc, c'est tous ces mots, non pas pour relativiser, mais pour contextualiser, pour aider les gens à décrypter. Et puis vous avez cité comorbidité, obésité, vaccination, il n'y a pas que le Covid. Donc c'est des nouveaux mots pour avoir des nouveaux réflexes et pour se protéger du Covid, mais surtout de tout le reste. Parce que si on arrive à se protéger avec justement ces nouveaux mots qui ne seront pas restés vains, mais qui vont me donner une espèce de culture santé, ça va me permettre d'en avoir des bénéfices individuels pour ma santé. Donc c'est un moyen aussi assez facile. J'ouvre la page, je regarde, tiens, j'apprends des choses en termes de culture, mais surtout j'apprends des choses pour ma propre santé avec des nouveaux réflexes santé qui vont me servir pour moi, pour ma famille,
famille, pour mon entourage, en tout cas, que ces 2 ans n'aient pas servi à rien. Et oui. Et alors, à la lettre A, il y a apnée du sommeil, mais est-ce que le Covid a vraiment des conséquences sur l'apnée du sommeil? Oui, sur le sommeil, c'était un facteur de risque important de Covid. On sait que les gens qui ont une apnée du sommeil, c'est des gens souvent qui ont un surpoids. Ce surpoids est un facteur direct et il y a eu des études qui ont montré un lien entre le Covid et l'apnée du sommeil. Donc voilà, c'est un exemple d'un mot qu'on a moins entendu sur les plateaux télé, mais qui au quotidien, si vous ronflez par exemple, si vous ronflez ou votre conjoint ou votre conjointe ronfle, pensez à aller voir votre médecin et en parler. Damien, on va aller du côté des internautes. Exactement. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On salue Stéphanie qui se réjouit de voir votre livre. Enfin, un livre sur la santé qui n'est pas anxiogène. Voilà, ça c'est son message de Sapinty. Et on va prendre une question de Clément qui souhaite avoir votre avis sur la phrase d'Emmanuel Macron dans Le Parisien qui souhaite emmerder les Français qui ne sont pas vaccinés. C'est une phrase politique. Après, moi, je respecte le discours politique. Je pense que sur un plan médical, ça n'a pas de sens. Parce que ce ne sont pas les non-vaccinés qui engorgent les hôpitaux. Ce qui engorge les hôpitaux, c'est que les hôpitaux sont à l'os depuis des années, bien avant le Covid. J'avais dit l'hôpital va s'effondrer, mais pas à cause du Covid. Donc, c'est sûrement pas à cause des non-vaccinés qui sont 8% sur le territoire. Ils sont un peu les boucs émissaires dans cette crise. Ce sont complètement les boucs émissaires qui vont cacher complètement la crise structurelle de l'hôpital. Et ça, c'est assez dramatique parce qu'on est dans une période d'élection présidentielle, que les Français auraient besoin d'avoir un message sur leur hôpital, de soutien, c'est un facteur de cohésion sociale. On a tous besoin de notre maternité de proximité, de notre hôpital de proximité. Et malheureusement, en pointant du doigt les non-vaccinés, eh bien, on va masquer complètement les responsabilités du détricotage du système hospitalier, les responsabilités politiques. La deuxième chose, c'est qu'en tant que médecin, j'ai le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, il doit soigner sans discrimination. Donc aujourd'hui, on pointe du doigt les non-vaccinés, on met des vigiles à l'entrée des hôpitaux pour contrôler les passes, etc. Alors qu'un hôpital, ça doit être un lieu ouvert. Mais demain, c'est vous qui serez le non-vacciné parce que vous êtes fumeur et vous allez encombrer les services de pneumologie. Donc, voyez, cette petite musique qui est de dire c'est de la faute de l'autre parce qu'il a fait telle ou telle chose ou qu'il n'a pas fait telle ou telle chose, c'est à l'inverse du serment d'Hippocrate. Et au lieu de diviser, je pense qu'il faudrait réunir. Et ça vous a profondément choqué, tous ces médecins qui considéraient les non-vaccinés comme des patients de deuxième rang, quelque part ? Oui, parce qu'encore une fois, il y a le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, il est pour tous les médecins. On le prête tous quand on devient docteur en médecine. Ce sont des valeurs universelles et je crois que c'est une musique extrêmement dangereuse que de pointer du doigt en fonction de vacciné ou pas vacciné, donc en fonction d'un comportement. Parce que je vous dis, après, c'est la personne qui boit de l'alcool, c'est la personne qui fume, mais ça peut être après sur des convictions religieuses, politiques. Et donc, c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Voilà. Donc après, on est dans une période un peu particulière et je pense que plutôt que de diviser, je pense qu'il faudrait vraiment réunir les gens. Et je crois que l'humanité, la fraternité, liberté, égalité, fraternité, je crois que c'est extrêmement important. Oui, et d'ailleurs, Martin Hirsch, le patron des... ça commence bien. Je rappelle quand même qui il est. Le patron de l'assistance publique Hôpitaux de Paris il s'interroge en tout cas à savoir s'il faut soigner les non-vaccinés. Ça vous révulse, j'imagine. Bien sûr, j'hésite entre j'ai mal et j'ai honte. C'est-à-dire que, alors Martin Hirsch, qui est un administratif, puisque c'est un énarque, patron de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, quand je dis qui est, c'est de quel point de vue il parle. Il a été à la Fondation Abbé Pierre, il a été soi-disant compagnon de l'abbé Pierre. J'ai même dit l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe. C'est-à-dire que l'assistance publique Hôpitaux de Paris, dans le mot APHP, il y a assistance. Et donc, je pense que se poser cette question-là, alors que tout le monde cotise à la sécurité sociale, ça pose de vrais problèmes, je l'ai dit, éthiques, déontologiques, de discrimination, mais ça pose aussi des problèmes en termes de financement de la sécurité sociale, puisque le principe fondateur de la sécurité sociale, c'est que je cotise selon mes moyens, donc tout le monde cotise, des cotisations obligatoires, et j'utilise les fonds de la sécurité sociale selon mes besoins. Si je suis malade, j'en ai besoin, quel que soit mon niveau de cotisation. Donc, c'est une rupture d'égalité de ce principe fondamental de solidarité qui, bien sûr, me choque. Mais vous l'entendez, la colère des patients, docteur, vous la voyez tous les jours, même encore cette nuit. De ceux qui disent, par exemple, à Emmanuel Macron, dans les colonnes du Parisien face au lecteur, une femme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a prononcé cette malheureuse phrase qui lui a été reprochée, elle estimait qu'il y avait, les réanimations avaient une population à 85% de non-vaccinés. C'était pas une patiente déjà, c'était une infirmière, si ma mémoire est bonne, qui lui posait la question. Ouais. Et je pense pas qu'une infirmière reproche, ou en tout cas, si elle reproche à des patients d'être dans un lit de réanimation parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, c'est que je pense qu'elle est épuisée.
Et elle est épuisée, et elle le sait très bien, cette collègue infirmière, elle est épuisée parce que depuis des années, on ferme les moyens, on ferme les lits, on tire sur la corde, on prend les infirmières d'un service A pour les mettre dans un service B, etc. Et que c'est plus l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, qui peut amener à un certain nombre de dérives ou de comportements un peu « j'en peux plus », etc. Et de manière un peu rapide de pointer du doigt des patients non vaccinés. Mais en aucun cas, c'est les patients non vaccinés. D'ailleurs, les chiffres de 85% sont faux. Quand on regarde les chiffres statistiques, c'est à peu près moitié-moitié de vaccinés, moitié de non vaccinés. Aujourd'hui ? Et puis oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est plus l'état de santé préexistant que le statut vaccinal, surtout avec Omicron, qui globalement conduit beaucoup moins en réanimation. Mais c'est sûr que si vous êtes très âgé, très obèse, avec un système immunitaire très affaibli, vacciné ou pas vacciné, il va falloir vous prendre en charge très rapidement et vous risquez de vous retrouver en réanimation. Et à court et moyen terme, quelles solutions apporter ? Qu'est-ce que vous demandez Il y a deux types de solutions. Il y a des solutions collectives, il y a des solutions individuelles. C'est ce que j'aborde d'ailleurs dans ce livre, c'est de dire ne passons pas à côté des vrais problèmes. Et les vraies causes de cette crise, qui est finalement une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était plein, c'est la crise structurelle de l'hôpital, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire quand on voit que toutes les années, canicule, grippe, 2015, avant le coronavirus, il y avait une baisse de l'espérance de vie. On voit bien qu'on manque de moyens. Quand on parlait de la deuxième vague à Saint-Étienne, dont je suis originaire, il n'y a qu'un seul service de réanimation, en tout cas il n'y a que la ville de Saint-Étienne qui a des services de réa, mais toutes les petites villes à côté, les réas ont fermé, tout s'est déversé depuis des années sur Saint-Étienne. Et donc, il a fallu transférer des malades, etc. Donc, on voit bien qu'on a un système en flux tendu, que les équipes sont épuisées. Vous parlez de l'infirmière qui a interpellé Emmanuel Macron, mais les collègues réanimateurs que vous voyez sur tous les plateaux télé, c'est plus leur épuisement et leur manque de moyens qui fait qu'ils sont alarmistes. Mais ils savent très bien que c'est une crise chronique. Et puis, donc il faut redonner des moyens à l'hôpital, remettre ça sur le débat politique. Et moi, j'espère que dans les deux mois qui arrivent, on va remettre ça sur la place publique. Il y a des maternités qui ferment, il y a des femmes qui accouchent dans les VSAV des pompiers, dans les ambulances des pompiers. C'est anormal en 2022. On prend des risques inutilement et il y a une perte de chance pour les malades. Donc cette crise collective, il faut donner des moyens. Rappelez-vous, avant la crise du Covid, on demandait 3 milliards. On disait, non, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Combien ça a coûté cette crise ? 500, 600 milliards. Ouais. On dépense 1,5 milliard pour les tests chaque mois. Donc, c'est complètement aberrant. Et puis, les deuxièmes mesures qu'on peut prendre, c'est individuel. C'est soit prendre soin de sa santé. Je vous disais avant l'antenne, c'est Claude Bernard qui disait, le microbe n'est rien, mais l'hôte est tout. C'est-à-dire que votre organisme, le vôtre devant votre écran, le mien, notre alimentation, le sommeil, l'activité physique, notre poids, eh bien, ce sont des facteurs de protection de la santé. C'est tous ces messages que j'ai essayé de faire passer. On peut prendre sa santé en main et on peut se protéger de manière efficace. Damien, est-ce qu'il y a du monde du côté du chat ? Alors, on va prendre une question de Twitter. Alors, une question qui nous a été posée par Samuel qui souhaite vous faire agir sur Mathias Vargon. Alors, c'est un autre médecin qui intervient souvent sur les plateaux de télévision. Apparemment, il vous a taclé sur les réseaux sociaux indiquant que vous étiez rassuriste. Vous lui répondez quoi, Mathias Vargon ? Moi, déjà, je réponds rien à mes confrères parce qu'il y a un principe déontologique qui s'appelle la confraternité. C'est un article du code de déontologie. Et depuis tout le temps, dans les médias, je respecte ce principe de confraternité, ce qui n'est pas toujours le cas d'un certain nombre de confrères ou de consoeurs, et je le déplore. Mais vraiment, donc, je ne parle jamais de ce que disent mes collègues. La deuxième chose, c'est ce côté rassuriste et alarmiste. Il y a eu les rassuristes et il y a eu les alarmistes. Et puis, en fonction de la vague montait ou la vague descendait, etc., on invitait sur les plateaux et on les voyait, soit s'écharper ou alors on les voyait plus, ils disparaissaient. On disait, non, ils sont rassuristes. Ou les autres sont alarmistes et en fonction de la tendance épidémiologique, on les invitait ou pas. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis consultant de TF1 LCI, directeur médical de Doctissimo. Je suis sur des faits, sur du factuel, et vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit depuis le début de cette crise. Et un médecin, ça doit pas être rassuriste ni alarmiste, ça doit être rassurant. Je vous prends juste un exemple, vous allez voir un toubib, vous avez un symptôme. La personne en face vous dit « c'est terrible, vous allez mourir, on ne peut rien faire, etc. » Mais vous partez en courant. Bien sûr. Donc un médecin, ça doit être ni… Alors vous partez en courant aussi, ou en tout cas je vous conseille de le faire, si la personne vous dit « non, vous inquiétez pas, il n'y a besoin de rien, on ne fait rien, etc. » Vous voyez, on n'est ni dans l'incantation, ni dans l'alarmisme. Il faut être pragmatiste, donc je ne suis pas rassuriste, mais je suis rassurant. Et quand on me demandait, vous êtes rassuriste ou pragmatiste ou alarmiste, je répondais, je suis pragmatiste. Je ne sais pas si ça existe. Ça vous agace un peu qu'on vous considère comme étant rassuriste ? Non, ça m'agace d'avoir hystérisé cette crise. C'est-à-dire que ça a été binaire. C'est ou tout blanc ou tout noir. C'est pro-chloroquine, anti-chloroquine. C'est pro-Raoult, anti-Raoult. C'est alarmiste, rassuriste. Mais la médecine, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est de l'équilibre. La crise, on aurait dû le gérer avec de l'équilibre et on aurait dû sortir de la gestion panique parce qu'on a géré ça en mode panique. Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a le mot déontologie. Vous dites, je vais vous citer, que le code déontologique de votre métier a littéralement volé en éclats
depuis 2 ans. Donc, est-ce que là, vous ciblez les nombreux médecins, on en a parlé tout à l'heure, qui ont enchaîné sur les plateaux télévision. Est-ce que ce sont eux que vous ciblez ? Je pense que la déontologie, c'est la base dans notre métier. C'est ce qui fait. Alors, c'est pas que des devoirs de médecin, c'est aussi des droits des patients. Et je pense que ces valeurs-là déontologiques, elles sont extrêmement importantes, dont je ne cible personne. Mais je ne peux que regretter que le code de déontologie, qui est un peu le socle de notre profession, il n'ait pas été respecté et que le Conseil de l'Ordre ne l'ait pas fait respecter, ou en tout cas un peu à géométrie variable. Donc, dans le code de déontologie, il y a des choses sur la modération de la parole, y compris d'ailleurs quand je donne des informations, il faut que ce soit des informations étayées par des données scientifiques, il faut de la modération et il faut être conscient des répercussions de nos propos. Parce qu'à la limite, les petites guéguerres entre médecins, je peux que regretter qu'elles se fassent sur des plateaux télé, mais après c'est la vie et c'est la vie des bêtes aussi. Hein, on a quand même des confrères, des consoeurs, on est des êtres humains et puis on peut s'écharper aussi. Mais quand vous vous écharpez sur un débat politique ou économique, c'est pas grave parce qu'à la limite ça n'a pas de conséquences. Quand vous avez 2 médecins qui sont pas d'accord, ça a une conséquence, c'est que c'est anxiogène pour les gens. Et ça, je trouve ça assez dramatique. On parlait tout à l'heure de l'effet placebo en disant « je vous donne des nouvelles positives, ça vous aide à guérir », mais il y a l'effet nocebo. C'est l'inverse. Si je vous donne des informations alarmistes, catastrophistes, eh bien, ça a un effet négatif sur votre santé. Et vous savez, on me dit souvent aussi « ah oui, mais vous êtes minoritaire ». Non, je suis minoritaire sur les plateaux télé. C'est-à-dire parmi les médecins de plateau télé, mais parmi les collègues, et je vous cite juste un exemple d'un collègue diabétologue à Nantes la semaine dernière qui me dit merci d'avoir ces propos parce que nous, avec nos patients, on ne vit pas du tout ce que vous vivez sur les plateaux télé. Nous, on rassure nos patients, on n'est pas dans une situation catastrophique. Et il me disait aussi que l'effet nocebo, les mauvaises nouvelles, l'anxiété chez les patients, ça avait une conséquence très pratique chez les diabétiques, ça déséquilibrait leur diabète. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une mauvaise nouvelle, c'est du stress. Ce stress, c'est du cortisol, qui est une hormone du stress dans l'organisme. Et cette hormone du stress, elle déséquilibre le taux de sucre dans le sang. Donc ça a des conséquences. Et quand les médecins s'écharpent sur les plateaux de télé, cette anxiété généralisée, elle est très mauvaise pour la population. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une rivalité médiatique entre les médecins ? Est-ce qu'on ne se bat pas pour faire BFM TV, C'est à vous ? Est-ce que... Sûrement, enfin, le quart d'heure warolien, évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs déterminants. Il y a des gens qui veulent défendre le service public. Je pense qu'ils ne le défendent pas, l'hôpital, parce qu'en disant c'est le Covid et en cachant les causes réelles, finalement, ils desservent. Hein, donc l'alarmisme ne sert pas. Je pense qu'il y a le quart d'heure warolien, bien sûr. Je pense qu'il y a des gens qui sortent de leur champ de compétences aussi. Encore une fois, moi, je ne suis pas allé faire la course sur les plateaux télé, parce que je suis le médecin consultant de TF1 LCI Doctissimo. Donc voilà, je reste affilié et fidèle à ce groupe-là. Et puis après, il y a l'effet médiatique. Je crois qu'il y a la corporation médicale, on en parlait, qui n'a pas respecté la déontologie. Est-ce qu'il ne faut pas aller regarder aussi côté journalistique ? Parce qu'il y a eu aussi tout un alarmisme, chercher le débat, un peu ce que vous savez faire d'habitude. Et qui fait vendre aussi. Qui fait probablement, du clic, c'est-à-dire que ça fait du clic, on cherche le conflit, on cherche le fight, un peu comme on le fait en politique, sauf que la médecine, encore une fois, vous avez des patients qui nous regardent ou des citoyens qui nous regardent, et franchement, c'est assez délétère. Damien, on va prendre une dernière question des internautes. Une question de Valérie qui aimerait savoir si vous pourriez un jour vous engager, vous aussi, en politique. Alors, on a vu qu'il y a certains médecins qui parfois consultaient et parfois aussi, le dimanche, allaient faire un petit tour sur le terrain aux côtés des autres militants politiques. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les médecins qui parlent, de quel point de vue ils parlent ? Est-ce qu'ils parlent du point de vue médical ? Est-ce qu'ils parlent d'un point de vue politique ? Est-ce qu'il y a des intérêts politiques ? Enfin, à un moment donné, il y a cette confusion des genres qui est assez mauvaise et assez nocive pour l'objectivité, pour la crédibilité aussi de la parole médicale. Moi, je voudrais un peu redonner ces lettres de noblesse à notre métier, parce que c'est un métier de soignant, de médecin, d'infirmière. Il n'y a pas que toute une chaîne de soins. Et c'est vrai que cette confusion des genres, elle est assez mauvaise, je trouve. Moi, j'estime faire de la politique dans le sens où je fais de la politique de santé, je fais de la santé publique, je fais de la politique de santé. Un médecin, ça a un rôle politique, mais c'est pas de la politique politicienne, mais c'est tout simplement participer à l'organisation des soins. Quand je dénonce la crise de l'hôpital public, quand je propose des solutions concrètes, finalement, c'est de la politique. C'est de la politique, quelque part. Mais c'est de la bonne politique. C'est l'organisation de la cité. Demain, le président de la République ou la nouvelle présidente de la République vous appelle pour devenir ministre de la Santé, vous y allez ? Et pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Moi, depuis 10 ou 15 ans où je suis à l'hôpital public et que je vois que c'est en train de glisser progressivement, et je critique beaucoup les ministres de la Santé, quelle que soit la couleur politique, et c'est un métier difficile, mais je critique surtout l'absence de politique et de vision politique. C'est l'administration qui a pris tout pouvoir. Et je pense qu'il faut redonner les manettes aux politiques, parce que le politique, c'est celui qui est responsable face au peuple, finalement, même si le ministre n'est pas élu. Et je pense qu'il faut cette vision politique
pour prendre le pas sur l'administration. L'administration, elle est au service du politique, au service des citoyens, et c'est pas l'inverse. Et là, on a inversé. De même qu'à l'hôpital, on a inversé. On a dit l'administration ou le financier fait des économies et puis après on soigne après. Il faut redonner le pouvoir médical. Bon, vous ne dites pas non au ministère de la Santé. Hein, on voit, hein. Je dis pas oui et je dis pas non, évidemment, parce que on voit bien qu'actuellement, on est dans une crise du politique et comme il faut redonner ses lettres de noblesse à la médecine, je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à la politique et surtout, il faut s'ancrer sur le terrain. Les gens déconnectés du terrain, il y en a marre. Merci. On passe tout de suite à notre dernière rubrique, en toute franchise. Alors, Gérald C'était Kayerzel. déjà le cas, non? Oui, je crois. Mais bon, on va poursuivre. On va poursuivre notre nouvelle rubrique, qui est une série de questions. Et bien sûr, comme son nom l'indique, il faut le répondre avec le plus de sincérité possible. Alors déjà, quel est votre plus beau souvenir de carrière? Alors, soit médical, soit médiatique, comme vous voulez. Médical, c'est les accouchements. Enfin, je me souviens notamment d'un accouchement pendant ma garde, parce que les urgences, c'est souvent des choses pas très joyeuses, mais là, je trouve qu'un accouchement, c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est des beaux moments. Et puis, je sais pas, le premier JT de TF1, c'est bien. Quoi, le premier 20h, c'est plutôt chouette. Il ne faut pas trop penser qu'il y a 7 ou 8 millions sur TF1 qui vous regardent. Mais ouais, c'est une adrénaline intéressante. C'est un peu le même métier. Moi, je dis souvent, je suis un peu l'urgentiste de l'info. C'est un peu le même métier. Et à l'inverse, votre pire souvenir, Gérald? Le pire souvenir, c'est la mort, quoi. C'est quelqu'un qui ne doit pas mourir et malgré tout ce que vous faites, ça se termine mal, bien sûr, même si on sait qu'à la fin de la vie, il y a la mort, ce qu'on a un peu oublié dans cette crise. Mais oui, bien sûr, quand on sent de l'injustice. On s'y habitue à la mort quand on fait ce métier? Non, on ne s'y habitue pas, on ne se blinde pas non plus, il ne faut pas se blinder. Il faut rester très en empathie avec les gens. Après, j'ai besoin d'avoir un peu une espèce de protection, et la blouse blanche est un peu une protection, mais ça ne doit pas empêcher d'avoir de l'émotion. Moi, ça m'est arrivé de pleurer avec des familles, et ce n'est pas très grave, quoi. C'est cette émotion qui sort, et voilà, on est vraiment dans cette empathie-là. Et le pire souvenir de quoi? De télé? De télévision? Non, je sais pas, c'est un bug technique. Tiens, il y a quelques semaines, où pendant 25 secondes, je fais un numéro de claquette, c'était sur TF1 avec Anne-Claire Coudray, ça s'est pas vu à l'antenne, mais il y avait eu un souci de lancement technique. Et là, on se dit, ouf, heureusement que je connais le sujet et que finalement, je peux rebondir et retomber sur mes pattes. Et justement, est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer sur un plateau de télévision? Ou alors avant d'entrer en garde? Non, j'ai mes petites habitudes en garde, quoi, mais qui sont des habitudes et des petits rituels, des petits rituels dans mon bureau, ou de descendre d'abord en civil et puis après me prendre la blouse. Enfin, une espèce de sas un peu comme ça en prenant la garde. Et après, je mets mes habits de lumière, comme je dis souvent. Non, moi, je vais me changer, je mets mes habits de lumière. Et non, et en télé, non. Parfois, il y a des coups de stress. Alors moi, je fais beaucoup d'auto-hypnose ou de méditation ou de respiration. Et parfois, c'est bien de faire un peu d'exercice de respiration avant le 20h ou avant des événements comme ça. Et puis encore une fois, il n'y a pas de stress dans le sens où ce que je veux dire, je le connais. Et ce que je veux dire, c'est que je veux partager quelque chose avec le public. Et ça, franchement, ça baisse le niveau de stress. Si vous n'aviez pas été médecin, urgentiste, quel autre métier vous auriez pu exercer, Gérald? J'en sais rien, parce que moi, c'est une vocation. Vous avez toujours voulu faire ça? Ouais, je me rappelle, j'étais en 4e, je sortais de chez mon médecin traitant, il y avait eu un accident avec le SAMU dehors, et j'étais très impressionné. Je pense que ça a été un peu le déclencheur. À partir de là, j'ai fait du secourisme à la Croix-Rouge, beaucoup, des cours de secourisme. J'étais au SAMU les week-ends, et le lundi matin, j'allais au bahut, et j'avais les cours de maths, d'histoire, et je savais que je voulais faire médecine. Et puis il y a eu un événement, là, j'étais en terminale, il y a eu un accident de moto d'un camarade là, qui s'est vautré devant le lycée. J'ai été obligé de lui enlever le casque, lui faire le bouche à bouche, et je lui ai un peu sauvé la vie. J'avais eu la médaille de civisme de la ville de Saint-Étienne pour ça. Et là, mon prof de maths, quand je suis rentré avec les mains un peu ensanglantées, etc., m'a dit: bon, j'ai compris que tu feras pas classe prépa, c'est vraiment ta vocation. Et là, il m'a dit une phrase, il m'a dit: bon, médecine, c'est long, mais c'est pas très dense. C'est vrai. Quelle est votre plus grande phobie? J'ai pas de phobie. Okay. Non, mais honnêtement, j'ai pas de phobie parce que je crois au destin, je crois beaucoup, alors pas à la spiritualité, mais vous voyez, il faut être humble, faut être on sauve pas des vies. On peut à un moment donné donner un coup de pouce, etc. Mais je pense profondément que c'est pas nous qui décidons, donc j'ai pas de phobie particulière. Et là aussi, l'auto-hypnose, des exercices de relaxation, etc. permettent vraiment de surmonter. De surmonter ça. Après, je vais vous dire qu'en avion, j'ai les mains moites au décollage, mais c'est pas une phobie. Je vais le surmonter, je vais respirer, et puis voilà. Je ferme les yeux et je me dis bon, c'est comme l'anesthésie, parce que je suis anesthésiste. Quand on pousse la seringue et tout ça, on pense à autre chose. Et puis voilà. De toute façon, je peux pas maîtriser. C'est pas moi qui pilote. C'est vrai. Là, c'est le destin, en effet. Et enfin, quel est l'objet le plus précieux que vous possédez? L'objet un peu symbolique, c'est les stylos. J'adore les stylos, les stylos plumes. J'écris au stylo plume. Donc j'ai toujours mon petit carnet et mon stylo plume. Même pas votre stéthoscope? Ah oui? Non, c'est pas le stéthoscope, parce que je vais vous dire, je peux faire de la médecine à main nue.
Ah oui. C'est-à-dire, Ah oui. certes, on ne peut pas écouter Ouais. les bruits du cœur, mais on peut écouter les vibrations vocales. Ouais. Quand on fait du SAMU, très souvent, on n'a rien. On a ça et son couteau. Oui, on utilise bien plus son couteau que ça. On a ça et son couteau. Mais donc, même le stéthoscope, on n'en a pas forcément besoin. Et alors, par contre, j'ai un stéthoscope qui est vraiment mon stéthoscope en plus à l'hôpital, qui est orange, Oui. que je mets sur les photos Ah oui, de exactement. Twitter, des réseaux sociaux, etc. Mais même sans stéthoscope, quelque chose qui est grave, vous savez, ce qui est grave, vous le sentez tout de suite, vous le voyez tout de suite et vous n'avez pas besoin de stéthoscope. Après, c'est pour la parade, quoi. Ben, merci Gérald Kerzet d'être Merci à venu vous. sur Merci. notre plateau ce matin. Merci Damien Canivez. Je rappelle. Il n'y a pas le stéthoscope, tiens, sur la photo. Eh Non. oui, il manque. On le dessinera. Voilà. Voilà, par ici, vous pouvez le dessiner. Votre santé dans le monde d'après, c'est aux éditions du Préparez-la Rocher. aujourd'hui, c'est le sous-titre. Et préparez-la aujourd'hui. Oui, Ah bien ouais. sûr, la santé, il faut Bah la oui, préparer ça sera chaque tard. jour et l'anticiper. Et on vous retrouve aussi régulièrement sur les antennes du groupe TF1, les JT, LCI, etc. On en passe. Et des meilleurs. Et Doctissimo. Et Doctissimo, Doctissimo, le faire. site, bien sûr. Bah, si on énonce toutes vos activités, Non, Gérald, mais c'est le on en a groupe pour TF1, notre on n'est temps. pas Doctissimo. C'est Ah le oui, site c'est du vrai, groupe vous TF1 avez et c'est le raison. site santé. Ouais. Et Damien, nous, on se retrouve demain Avec avec plaisir. un nouvel invité. Alors Qui demain, est-ce ce sera un humoriste, peut-être qu'il rigolera du Covid d'ailleurs. Il va animer une émission sur C8 qui s'appelle Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari. Alors là, comme vous êtes, vous vous dites, Top. c'est Jérémy Ferrari qu'on reçoit. Eh bien non, c'est Arnaud de sa mère, voilà, qui lui va animer cette émission sur C8. Il sera là demain sur ce Jérémy plateau. Ferrari, grand hypochondriaque, je crois. Ah, c'est vrai. Il fait un spectacle, ouais. On lui posera la question. Il y en a de demain. nombreux dans le showbiz. Je sais. Michel Drucker. Je sais, ils ont vous mon en avez portable. des patients. Bah, ouais. Merci et à Merci demain. beaucoup.